Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. J'accueille Aline Neujaard, bienvenue. Aline, Merci. derrière Bonjour. ce micro, je rappelle que vous êtes chef de projet rénovation énergétique aux communautés du pays de Saint-Malo. Tout à fait. Alors vous allez aujourd'hui nous parler de l'importance de l'isolation et qu'est-ce qu'une isolation performante? C'est ça. Dans un contexte actuel où on voit les énergies qui posent de grandes questions, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas quand sera du prix de l'énergie, des coupures potentielles qu'on nous voit dans la presse qui sont pas écartées, enfin voilà, toute cette difficulté-là. Et puis quand on parle d'isolation performante, on a tendance à oublier qu'une bonne maison bien isolée, il y a certains critères. Quand on parle d'une bonne isolation en toiture, par exemple, on est quand même... Alors il y a la mise en œuvre bien sûr, mais on parle quand même de 26 cm à peu près dans l'isolation du toit. On est aux alentours de 12 à 14 dans les murs, on va être à 10 cm sur les planchers, des bonnes fenêtres, une bonne ventilation, on en avait parlé dans une précédente émission, une bonne ventilation de son logement, et ensuite le système de chauffage. On entend beaucoup aujourd'hui les problématiques du gaz et du fioul, elles sont réelles. Les énergies fossiles vont se raréfier, elles sont déjà... Voilà, c'est pas un sujet très nouveau, en tout cas, dans nos têtes. Mais il faut rappeler que c'est l'isolation qui va nous protéger. Donc si on a une chaudière relativement récente qui fonctionne bien, il y a peut-être une priorité sur l'isolation pour du long terme. Et donc une bonne isolation performante, c'est tout d'abord une bonne isolation, donc sur les épaisseurs dont on parlait, mais aussi l'étanchéité à l'air. C'est le pull et la veste. C'est pas que le pull, c'est pas suffisant. Tout le monde nous dira que si on a un pull sur la côte, l'hiver ça marche pas. Et oui, effectivement, en Bretagne, ça nous parle. Oui, notamment. Donc effectivement, les épaisseurs, l'importance de l'isolation. Oui. Et puis, l'importance de l'isolation, alors on peut aussi aller par étapes, il y a aussi la notion de confort. Alors là, on parle de l'isolation performante, c'est vraiment d'imaginer et de sortir un peu. C'est pas qu'une pièce. À plus de 19 degrés alors, à l'intérieur? Ah, Parce que quand on parle de confort, oui, quelle est la nuance en fait? Alors, la loi réglemente une température de 19 degrés dans les logements. Ensuite, tout dépend du logement. Si on est dans un logement humide, on aura tendance à chauffer un petit peu plus. Donc là, j'invite réellement toutes les personnes qui écoutent en fait, à se munir d'un thermomètre. C'est vraiment tout bête, mais d'avoir un thermomètre éventuellement digital, qui est assez souple et qui fonctionne bien, et de voir quelle température il fait chez soi. Quelquefois, éventuellement un thermomètre qui donne aussi l'hygrométrie dans la pièce. Et on remarque assez facilement que plus le taux d'hygrométrie va augmenter, plus on va avoir froid, mais pour autant la température est bonne. Quand tu parles d'hygrométrie, pour les non-initiés, ah oui, c'est le taux d'humidité dans les pièces, le taux d'humidité dans la maison. Donc ça permet d'avoir le pourcentage et la température. Et donc on peut comparer, même chose quand on vient le soir, quand on a mangé, quand on a dîné, on est en pleine digestion, on est un peu fatigué, on peut avoir froid, mais la température n'est pas nécessairement basse. Voilà, c'est un ressenti en fait. C'est un ressenti. Donc il suffit de mettre un pull et peut-être d'aller s'endormir un peu plus tôt. Mais il y a plein de petites sensations comme ça qui sont importantes à prendre en compte. Si on a un taux d'humidité important, est-ce que le logement est bien ventilé? Est-ce qu'on a une évacuation d'humidité suffisante? Après, ça ne règle pas le problème de l'isolation si elle est mauvaise, on est bien d'accord. Mais c'est un outil malgré tout assez important quand on parle beaucoup d'économie d'énergie et d'éco-gestes. D'avoir un thermomètre qui donne un thermomètre hygromètre qui donne et la température et le taux d'humidité, ça permet de comprendre un peu mieux son logement quand même. Voilà, et donc les chambres des enfants, généralement on a tendance à vouloir chauffer un petit peu plus. Ceci dit, les petits, on peut leur mettre une turbulette. Oui. Alors je suis pas forcément pour un être humain, en tout cas on est à 16-18 dans une chambre, ouais. C'est suffisant, on dort mieux avec une température froide. Là encore, ça dépend des personnes, certaines préfèrent avoir plus chaud. Surtout après des épisodes de canicule également. Les épisodes canicule, oui, il fait encore lourd. Donc en général on dort un peu, on est plutôt à des températures plus élevées, mais je pense que la plupart d'entre nous on dort un peu moins bien aussi. D'ailleurs on parle d'isolation à la fois quand il fait chaud, mais quand il y a du vent et quand il fait froid. Tout à fait. Oui. Tout type de temps. Hein. Tout type de temps, on essaye dans les pays dans les périodes, en tout cas les régions du Nord, on parle souvent d'isolation à l'hiver, mais on oublie aussi que l'isolation a un impact sur le confort d'été. Les personnes qui ont eu très chaud sur leur toit, d'une part c'est peut-être aussi parce qu'ils ont une mauvaise étanchéité à l'air, donc en fait toute la température derrière la toiture s'infiltre et rentre dans les logements, donc ça a chauffé toute la journée, ça monte à des températures assez hautes, d'une part, et d'autre part l'isolation n'est peut-être pas performante.
Il faut faire quoi? Un diagnostic à ce moment-là de performance énergétique? On peut réaliser un diagnostic de performance énergétique. Alors, qui est réalisé par qui d'ailleurs? Alors, par des bureaux d'études thermiques. L'idée, c'est aussi peut-être de prendre rendez-vous avec la maison de l'habitat. On est le service public qui peut au moins vous orienter. C'est pourquoi je vous pose la question à vous. C'est ça. Dans un premier temps, avant de se lancer aussi dans la rédaction de devis, où on n'est pas sûr de réaliser les travaux, ça peut être déjà une première entrée. C'est de venir nous rencontrer, en discuter, de voir ce qui est possible. Là, il y a une codification avec le diagnostic de performance énergétique, voir combien ça coûterait, à quel calendrier faudrait le faire. Oui, c'est ça. L'idée est effectivement de voir quel est le coût d'investissement. Il y a des aides? Il y a des aides financières. Alors les aides financières sont présentes, ça ne peut pas couvrir l'ensemble des travaux. Il est clair qu'il y a un restant à charge à prévoir. Donc est-ce que c'est un investissement important? Est-ce que je refais la couverture? Est-ce que je fais qu'une partie? On demande plusieurs devis aussi? On demande plusieurs devis. Par principe, on essaie au moins de comparer au moins 2 devis. On essaie effectivement de se faire tout ça. Et puis on essaie de trouver des entreprises locales. Ça, c'est très important dans un contexte de performance. L'idée, c'est d'abord de faire de la sobriété et de l'efficacité. Donc, c'est vraiment jouer sur l'isolation avant d'investir dans le renouvelable. On ne dit pas que le renouvelable n'est pas une solution, mais c'est pas une... Il y a un ordre dans les choses. Il y a un ordre dans les choses important. Quid du sol, Aline Lejar? Parce que généralement, quand on construit, tout ça, c'est étudié en fait. Sur le sol, on ne construit pas n'importe où. Mais quel est l'impact au niveau donc de l'humidité qui pourrait, même s'il y a des chapes de plomb, bien sûr, tout ça est étudié, mais vous comprenez le sens de ma question? Oui, je comprends. Sur le contexte, est-ce que ça impacte justement les travaux qui doivent être faits ultérieurement, avec le temps? En partie, alors on a des zones humides et des zones inondables et connues sur le territoire, donc oui, ça pose question sur certains quartiers, notamment où les constructions sont quand même... On fait très attention aussi à ce qu'il y ait des pièces et des chambres à l'étage et pas au rez-de-chaussée. Enfin, ça, c'est, voilà. Parce qu'avec les matériaux, ça se calcule, ça se prévoit, ça se budgète en fait, tout ça? Difficilement, après on est plutôt difficilement, on sait pas comment enfin voilà, on sait pas à quel moment on sera réellement inondé, même si on a des prévisions, on sait pas si ce sera le cas. Voilà, on essaie surtout de faire en sécurité, donc éviter les chambres au rez-de-chaussée. Certains matériaux, alors sur l'humidité, oui, quand il y a de l'humidité réelle et qui est déjà existante, déjà c'est de savoir si on est sur du bâti ancien, il y a peut-être d'autres alternatives, donc c'est le drainage périphérique, on a souvent des murs qui sont ce qu'on appelle capillaires, donc ça aspire l'eau. Donc il y a un traitement spécifique et en tout cas une intention à porter à ces bâtiments-là qui n'est pas la même sur un bâtiment tout béton ou parpaing qui a eu du coup ce drainage et cette étanchéité avec le sol que le bâti ancien n'a pas. Quand on parle bâti ancien, c'est construction avant 45. Voilà. Et puis le sol aussi, quand on est sur un terre-plein, on peut difficilement isoler son sol. Donc on va peut-être jouer sur des matières, on va peut-être mettre des isolants plus fins. On joue plus sur le confort, mais qui va nous permettre quand même d'avoir un équilibre de température dans la maison. Quand on est sur un vide sanitaire, est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'on peut isoler? Oui, non. Et quand on est en sous-sol, oui, la question ne se pose pas vraiment. En sous-sol, on isole au plafond, ouais. Donc la cave plutôt au sous-sol La cave et sous-sol est plutôt propice et voilà, une possibilité d'intervention aussi d'isolation. C'est quoi les signes, Aline Lejar, de mauvaise isolation? Sur les murs, il peut apparaître du salpêtre, de l'humidité. Enfin là, c'est déjà un niveau... Quand on a du salpêtre, le salpêtre c'est un minéral, donc c'est en soi pas dérangeant, c'est-à-dire qu'il y a une humidité présente. Alors c'est de savoir, déjà la question à se poser, c'est est-ce que c'est bien ventilé et est-ce que mon étanchéité avec mon sol est présent? Si elle est défectueuse, il faudra peut-être vérifier. Est-ce qu'on a une fissure aussi? Quand on a des problèmes d'humidité, les règles en fait sont simples, c'est de vérifier où s'écoulent les eaux. Donc mes gouttières sont-elles bonnes? Est-ce que est-ce qu'elles sont fissurées? Est-ce que j'ai des feuilles qui sont tombées et que je n'ai pas enlevées? Quand il va pleuvoir de manière importante, je vais sortir et puis je vais voir où s'écoulent mes eaux. Est-ce que ça stagne pas à un endroit? Ah bah si, ça stagne parce qu'effectivement j'avais fait un trou ou j'étais intervenue, ça c'est resté. Voilà, sous ces petits points-là, avant d'intervenir, de mettre quoi que ce soit. Ok. Donc il y a des choses simples à mettre en œuvre avant. Bien écoutez, y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez laisser aux auditrices et aux auditeurs sur le sujet, Aline Lejar, sur l'isolation? Avant de changer votre système de chauffage, j'insiste une dernière fois, parce qu'aussi les matériaux sur les systèmes de chauffage, on est aussi sur des ressources qui se raréfient. Quand on a un système de chauffage relativement récent, quand je dis récent, c'est 10 ans, s'il fonctionne bien, si on n'a pas de défaut, alors moyennement récent, on est bien d'accord sur du 10 ans, mais une chaudière ça fait plus. Pensez d'abord à l'isolation. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai des éco-gestes à mettre en œuvre? Est-ce que j'ai une part d'isolation à mener? C'est d'abord la priorité. Économie d'énergie, sobriété. Merci Aline Lejar pour cette présentation. Et puis, qui sait, peut-être une prochaine fois, parce que vous intervenez aussi en alternance avec Amaury Le Borrier, que l'on salue si elle nous écoute.